Durban, c'est dans cette ville que s'est tenue la 13e conférence internationale sur le sida, la première sur le continent africain. Et à cette occasion, la situation du sida était dramatique. Il y a 16 ans de cela, on était à Durban. On était à Durban et on a eu la chance d'avoir un enfant de 11 ans qui est mort malheureusement. Mais cet enfant de 11 ans nous a interpellés, a crié, a dit au monde que l'injustice sociale n'était pas acceptable et que ce n'était pas admissible qu'on élimine des groupes entiers parce que tout simplement ces groupes étaient pauvres, parce que ces groupes n'avaient pas accès aux revenus qui leur permettraient d'avoir le traitement. Depuis Durban, en 2000, le monde a enregistré de nombreux progrès. Aujourd'hui, on a 17 millions de personnes sous traitement. Qui l'aurait cru? Il y a 16 ans, personne n'aurait cru qu'on pouvait même rêver qu'on pouvait éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Qu'on serait dans une situation 16 ans après où on a bien sûr la Thaïlande et plusieurs autres pays qui annoncent aujourd'hui qu'ils n'ont plus d'enfants qui naissent avec le sida et encore en Afrique du Sud une réduction de 84% des nouvelles infections chez les enfants. Il y a eu des progrès. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que ces progrès ne sont pas suffisants. En effet, il reste encore des actions à mener. 20 millions de personnes n'ont toujours pas accès au traitement. Plus d'1 million d'enfants attendent de bénéficier des antirétroviraux. En attendant, chaque mois, 100 000 personnes meurent du sida et 160 000 sont contaminées. D'où cet objectif d'Urban 2016, l'accès à l'égalité des droits maintenant. Les jeunes, trop souvent exploités et mis en cause pendant les conflits. C'est le constat fait par Gorée Institute, organisation œuvrant en faveur de la prévention des conflits. Changer la donne et sensibiliser cette jeunesse en vue de faire d'elle des sentinelles de la prévention et de la gestion des conflits, c'est tout le sens de l'atelier organisé ce mercredi. Ils sont 45 jeunes leaders issus de 7 pays de la CEDEAO à avoir répondu favorablement à l'appel de l'organisation. Nous avons non seulement des conflits internes dans nos différents pays, mais il y a également les questions transnationales. Nous espérons que cette plateforme-là va nous permettre de mobiliser toutes les synergies au niveau de la sous-région et même au-delà. Offrir la possibilité aux jeunes de s'investir en faveur de la paix et de la non-violence, priorité des priorités pour Gorée Institute. À la place de l'espoir, c'est aller beaucoup plus. De permettre aux jeunes d'avoir beaucoup plus d'audace à agir aussi dans une dynamique proactive. Et comment créer des synergies fortes d'efforts et d'actions de ces jeunes. Des synergies qui transcendent les barrières nationales. Une initiative saluée par la ministre Koné Mariatou. La jeunesse étant considérée comme vecteur de cohésion sociale, nous saluons cette initiative, cette très belle initiative et nous espérons que les jeunes vont traduire en comportement tout ce qu'ils apprendront ici, que la paix va être visible dans le comportement des jeunes de la CEDEAO. Notons que le Gorée Institute n'en est pas à sa première formation. L'Institut a organisé un atelier sur le monitoring de la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine du 6 au 8 juin dernier sur l'île de Gorée au Sénégal. Les ennuis ne sont pas terminés pour Floribert Kambale Safari. Son enlèvement de son village de l'Est du Congo en mai dernier s'était pourtant bien terminé. Ses kidnappeurs demandaient 1 500 $, mais les 500 $ que sa famille a pu réunir ont finalement suffi. Mais Floribert doit maintenant rembourser ses proches. Une tâche difficile car il ne gagne que 5 $ par mois en vendant un alcool de banane, le Kasiksi. Et il a peur de retourner dans sa plantation. Je ne sais plus comment est-ce que je vais faire. Je ne gagne que 5 000 par mois. Alors où est-ce que je trouverai les 500 $ d'autrui? Dans le Nord Kivu, le cas de Floribert est loin d'être isolé. Fermiers, imams, prêtres et fonctionnaires sont kidnappés et libérés après le versement d'une rançon. Des ONG comme la Croix-Rouge ont dû interrompre leurs opérations pendant plusieurs mois. Malgré les disparitions, la police n'intervient que rarement, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Nous cherchons à mettre à contribution les maisons de télécommunications parce que ces ravisseurs le plus souvent, ils utilisent des téléphones. Et donc, nous sommes sur des pistes qui pourraient éventuellement nous permettre de mettre la main sur eux. Depuis quelques mois, l'armée assure la protection de convois se rendant dans la région. Insuffisant pour des victimes de kidnapping comme Isaac, il tente de passer inaperçu après son enlèvement en septembre dernier. En ce moment, la journée, je peux sortir me promener un peu.
parce que c'est le jour. Mais la nuit, je ne peux pas me promener et personne ne doit savoir où je passe la nuit. Ces enlèvements pèsent lourd sur l'économie de cette région défavorisée du pays. Un fléau qui se nourrit de l'insécurité qui gangrène la province depuis plus de 20 ans. Abidjan abrite du 21 au 30 juillet 2017 les 8e Jeux de la francophonie. 4000 athlètes, 700 journalistes et 3000 bénévoles et plusieurs observateurs sont attendus pour célébrer l'événement. À 365 jours du rendez-vous de la solidarité, de la diversité et de l'excellence, où en est le Comité national des Jeux de la francophonie CNJF, structure mandatée par le Comité international des Jeux de la francophonie CIJF pour l'organisation des Jeux. Les préparatifs donc, de la 8e édition des Jeux de la francophonie vont bon train, sous la conduite du Comité international des Jeux. Aujourd'hui, les éléments qui étaient à l'origine des plus grosses inquiétudes, qui concernaient les infrastructures sportives, les dispositions qui ont été prises par le comité de pilotage, avec à sa tête son Excellence le Premier ministre, ont fait qu'aujourd'hui, nous commençons à voir un peu plus clair. C'est donc le compte à rebours. Le gouvernement ivoirien et le CIJF se concertent en permanence pour lever les obstacles et parfaire l'organisation. L'organisation des Jeux s'appuyait d'abord sur la remise à niveau des infrastructures sportives. Et cette remise à niveau n'avait pas été suffisamment appréciée puisque au départ, il a fallu que les architectes, les structures d'architectes qui ont été mises à disposition en fin d'année 2015 puissent boucler leurs études pour les soumettre au CNJF et avec l'appui du BNET et de la direction des marchés publics a pu identifier véritablement le coût et le type de travaux à réaliser sur ces infrastructures. La question de moyens ne se pose donc pas. Il fallait des études sérieuses pour démarrer les travaux de réhabilitation pour le cas précis des infrastructures. 2 à 3 mois suffiront pour achever les travaux annoncés. Nous pouvons dire avec certitude que les échéances qui ont été fixées par les différentes entreprises qui ont eu les marchés vont être respectées. C'était les plus grosses inquiétudes. Nous pouvons tenir les différents engagements. À 1 an de la cérémonie de lancement des 8e Jeux de la francophonie, l'on est assuré que les préparatifs avancent bien. Sur une terrasse surplombant la Méditerranée, Mohamed Al-Cheir s'entraîne en tordant son petit corps de 29 kilos dans tous les sens. À 12 ans, ce jeune Palestinien rêve de faire entrer ses prouesses de contorsion dans le livre des records. Je veux devenir un champion du monde de contorsion. Et bien sûr, je veux entrer dans le Guinness des records. Avec sa poitrine collée au sol, Mohamed peut tourner ses jambes de cette manière 33 fois en 1 minute. C'est 4 fois de plus que le record du monde actuel et le Guinness a accepté sa candidature. Fin 2014, il a connu la gloire en participant à l'émission Arabs Got Talent au Liban, l'équivalent de la nouvelle star dans le monde arabe. Gaza sortait alors d'une guerre meurtrière entre le Hamas et Israël qui avait interrompu ses entraînements. Je l'ai emmené chez le médecin. Nous avons passé au rayon X son dos, sa colonne vertébrale, ses articulations. Le médecin a dit qu'il avait une grande flexibilité des ligaments et que ça ne posait aucun danger. Il y a d'autres personnes comme lui dans le monde, mais en très petit nombre. Avec son coach, il multiplie les séances d'entraînement pour se rapprocher des meilleurs acrobates du monde. Sur la plage de Gaza, on peut parfois l'apercevoir faire des figures sur des chameaux devant des passants amusés. Au début, je l'ai rencontré lors des demi-finales de l'émission Arabs Got Talent. Il avait de l'énergie. Sa mère avait déjà découvert son talent. Nous avons commencé les exercices pour l'émission et il est devenu prêt à faire la compétition avec les champions du monde actuels. Mohamed rêve aujourd'hui de défendre les couleurs palestiniennes en dehors de Gaza. Après la finale d'Arabs Got Talent, il s'est vu offrir un contrat pour une formation à l'étranger
Mais sa famille a refusé. À 10 ans, il était encore trop jeune pour partir vivre sans eux.